instant quelques slides avec vous avant de passer la parole à Erwan pour le sujet du jour. Moi, je vous présente juste rapidement Solidatech pour ceux d'entre vous qui soit ne connaîtraient pas du tout, soit ne sauraient pas forcément tout ce qu'on propose en matière de numérique pour les associations. Donc, nous sommes un programme de solidarité numérique qui a été créé en 2008 et dont le but, c'est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. Nous, en fait, on appartient pleinement aux ateliers du bocage, qui sont une SKIC, donc une coopérative d'insertion, qui est membre du mouvement Emmaüs et dont le cœur de métier, c'est plutôt la collecte et le réemploi de tout ce qui est matériel informatique et smartphone. On est situé, les ateliers du bocage sont situés dans les Deux-Sèvres. Et on est né de la rencontre entre ces ateliers du bocage d'une part et TechSoup d'autre part. TechSoup, c'est une ONG américaine qui est un réseau international de solidarité numérique et qui est venu solliciter un petit peu partout dans le monde des relais, des partenariats qu'elle mettait en place. Nos bénéficiaires, ce sont essentiellement des associations loi 1901, et vous retrouvez quelques autres statuts comme notamment les fondations RUP. Quelques chiffres clés depuis notre création en 2008. On a plus de 32 000 associations qui sont gratuitement bénéficiaires et inscrites chez Solidatech. Depuis le temps, on leur a partagé plus de 500 000 outils numériques, ce qui a permis pour le secteur associatif une économie de plus de 180 millions d'euros comparée à la valeur marchande de ces biens. Alors concrètement, comment est-ce qu'on aide les assos dans le secteur du numérique ? Pas que, mais pour faire simple, essentiellement par deux biais. D'une part, l'outillage et d'autre part, l'accompagnement. Par outillage, j'entends surtout deux choses. D'une part, toutes les solutions et logiciels qu'on a au catalogue. Là, vous avez un petit aperçu version cartographie. Le but n'est évidemment pas de toutes les parcourir, c'est juste pour que vous vous rendiez compte qu'on essaye d'aborder un petit peu, autant que possible, toutes les thématiques en matière de numérique dont vous pourriez avoir besoin, donc de l'outil de comptabilité à celui de création graphique en passant par la suite bureautique, et qu'on y retrouve dans ce catalogue aussi bien des solutions internationales très connues du type Microsoft, Google, Adobe, mais aussi on essaye de mettre en place des partenariats locaux français, comme par exemple NetExplorer, Wimi ou TalkSpirit. Et dans la partie équipement, vous avez aussi tout ce qui concerne le matériel informatique, où là, à l'image du cœur de métier des ateliers du bocage, vous allez retrouver essentiellement du matériel reconditionné à notre catalogue. On a aussi une petite part de matériel neuf avec nos partenaires Cisco et Dell. Et enfin, dernier slide pour ma part, c'est pour vous donner un aperçu de ce qu'on entend en termes d'accompagnement dans le secteur du numérique pour les associations. Donc, typiquement, sur notre site Internet, on a toute une partie qui est dédiée au centre de ressources, dans lequel vous pouvez retrouver aussi bien des conseils que des retours d'expérience, des tutoriels, des comparatifs d'outils, etc. Évidemment, toujours en rapport avec le numérique pour ce qui est pertinent pour les associations. Dans ce centre de ressources, typiquement, on y met aussi les études de référence qu'on peut mener. Vous y retrouverez également notre outil d'autodiagnostic qui est désormais 100% digital et qui permet d'évaluer rapidement et simplement et gratuitement sa maturité numérique, vraiment dédiée au secteur associatif. Et puis, on a toute une équipe support qui est dans les Deux-Sèvres qui vous répond par mail et par téléphone une bonne partie de la semaine. On propose des formations, des services, des ateliers, des newsletters à peu près hebdomadaires pour partager avec vous les bons plans qu'on rencontre au fur et à mesure. Et puis, on organise à peu près un webinaire par mois, si ce n'est plus, du type de celui d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à surveiller notre page agenda. Voilà pour moi, Erwan. Le plus gros du boulot t'attend. Je te laisse la parole et partager ton écran si tu le souhaites. C'est parti. Alors déjà, rebonjour à toutes et à tous, celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je pense que oui. Super. Il est 14h37. Je vais essayer de vous parler jusqu'à à peu près 15h20. 15h20 pour pouvoir vous laisser le temps des questions-réponses pour aller jusqu'à 16h s'il y a besoin pour les questions-réponses, parce que j'imagine que vous allez en avoir plein.
Du coup, je m'appelle Erwan Kézard, je suis cofondateur de Contournement, chez qui on forme à contourner les obstacles techniques. Les obstacles techniques qui nous empêchent souvent de lancer notre projet numérique ou de se créer ses propres outils numériques pour travailler plus efficacement au quotidien, pour s'approprier les outils numériques plutôt que d'être dépossédé de son temps, dépossédé de plein de choses par le numérique, parce que parfois les outils numériques nous dépossèdent de plein de choses au lieu de nous donner prise sur des actions, sur du temps, sur des projets, etc. Mais j'y reviendrai. Je redéfinirai un peu plus ce que c'est Contournement et aussi je vous expliquerai un peu mieux qui je suis. En tout cas, cet atelier, c'est un panorama d'initiation au no-code, aux outils no-code. Alors, en quelques mots, les outils no-code, ce sont des outils qui permettent de créer des choses qui, normalement, sont compliquées à créer, où il faut du code informatique, où seuls des experts ou des expertes informatiques peuvent intervenir. Et bien aujourd'hui, les outils no-code vous permettent, sans écrire de code informatique, de réaliser des sites web, des applis, des outils numériques et tout un tas de choses assez complexes de manière beaucoup plus démocratique, beaucoup plus accessible. Alors, ça a ses limites, hein, vous le verrez. Mais en tout cas, là, je vais vous faire un petit panorama de tout ça, vous expliquer quels sont ces différents outils, comment s'en servir. Mais avant, j'aimerais, au lieu de vous en parler, vous montrer un projet, un exemple qui peut vous inspirer. Il s'agit de H24 Urgence. H24 Urgence, c'est une association que j'ai aidée bénévolement pendant le premier confinement. Et H24 Urgence, leur constat, il était simple, c'était de dire c'est le confinement, c'est la panique est dépassée, alors même qu'il y a les maisons de santé, qui sont des établissements de santé qui sont tout à fait recommandables, qui sont vides parce qu'ils ne sont pas connus. Donc, Zaïm, la fondatrice, a dit j'ai contacté plein de maisons de santé, j'ai commencé à me faire une liste, un tableau avec leurs conditions de consultation, quels spécialistes il y avait, comment ça se passe, etc. Est-ce qu'on pourrait faire une application mobile cartographiée avec ça? Ce à quoi j'ai répondu, oui Zaïm, envoie-moi ton tableau, on le nettoie. Et au terme d'un peu de travail, ça a donné cette application mobile qui s'appelle h24-urgence.fr. Donc, si vous allez sur votre téléphone, vous pouvez l'installer direct, en un clic, sans avoir besoin de passer par l'App Store ou le Play Store. Donc, sur H24 Urgence, comme je le disais, il y a une cartographie des maisons de santé. Par exemple, si on va à Paris, hop, je zoome. Je clique sur celle-ci, je peux consulter sa fiche, je peux la mettre en favori. Bon, là, on demande l'email pour que les gens s'inscrivent, pour pouvoir trier par favori. On peut afficher sous forme de liste, pour revenir à la carte. Si je tape CHE, par exemple, en direct temps réel, ça m'affiche que les maisons de santé où il y a CHE dans le nom, donc moteur de recherche en temps réel. On aurait pu choisir de laisser les gens commenter aussi. On aurait pu choisir de leur demander de se créer vraiment un compte avec un profil. On a fait cette version qui faisait tout à fait le boulot, qui a circulé entre des milliers de mains et qui a peut-être même sauvé des vies. Cette application, à partir du moment où j'ai eu le tableur, l'Excel Google, le Google Sheet entre les mains, j'ai mis 45 minutes pour la réaliser. J'ai mis 45 minutes non pas parce que je suis très fort. À ce moment-là, je n'avais jamais utilisé cet outil, Glide. Donc, je débutais en quelque sorte, même si j'ai de l'expérience dans les technologies. C'est la première fois que j'utilisais Glide. Glide, justement, c'est ce qui a permis de faire ce projet aussi vite. Glide, c'est un outil no-code qui permet de réaliser des applications mobiles. C'est spécialisé sur les applications mobiles. Et le principe de Glide, c'est de dire tout le monde sait utiliser un tableur, un Excel ou autre. Donc, on va permettre aux gens rapidement de faire des applications mobiles à partir d'un simple tableur. Si j'avais été complètement débutant dans les technologies, avec un peu d'aide, j'aurais réalisé l'appli en une demi-journée. Là, 45 minutes, ça bat tous les records. Concrètement, ce qu'on a réalisé là, pour avoir longtemps travaillé dans le code, dans la prestation en code et tout ça, ça m'aurait au moins pris 2 semaines et au moins 10 000 € de budget. Là, je l'ai fait bénévolement. Ça a pris un peu moins d'1 heure, la première version. Après, on l'a fait évoluer, évidemment. On l'a mise en ligne au bout d'1 heure. Et ça coûtait à ce moment-là 15 € par mois d'abonnement. Glide, dedans, ça ressemble à ça. Ça, c'est un outil no-code. Je vois ce que je suis en train de construire. Quand je clique sur un élément, hop, je le déplace. Vous avez vu, ça se déplace en temps réel. Donc, je remets à sa place parce que c'est la vraie version de l'appli. Là, à droite, j'ai des choix qui me sont proposés, qui sont visuels, avec du langage humain. Et du coup, j'ai aussi un bouton « Partager »,« Publier » qui me permet de publier mon appli sans avoir à louer de serveur ou je ne sais pas quoi. Donc,
Là, un outil no-code, c'est ça. C'est une interface visuelle qui vous permet de créer du logiciel, de l'appli, du site ou autre. Et ce qui se cache derrière la cartographie, vous savez, cette partie-là, là, eh ben, c'est le fameux tableau. C'est ça. C'est un tableau que Zaïm a fait, donc avec son expertise, avec son réseau. C'est ça la vraie valeur ajoutée, en fait, souvent dans les projets numériques. Ce n'est pas le projet en lui-même, c'est la valeur ajoutée du terrain. Donc là, c'est tous les contacts qu'elle a compilés avec le nom de l'établissement, les horaires d'ouverture, les coordonnées géographiques, adresse, lien vers le site, lien vers l'image, les façons dont on consulte, les conditions. Et quand j'ai passé ça dans Glide, ça m'a quasiment donné ça du premier coup. En tout cas, cette carte. Après, j'ai dû customiser, personnaliser un peu les pages à côté, mais ça s'apprend. Parce que l'un des avantages des outils no-code, c'est qu'on peut faire par quelqu'un plus vite et moins cher, mais c'est surtout de faire soi-même. C'est là la vraie évolution, c'est la réappropriation des moyens de production logicielle. OK, c'est bon, passons aux questions. J'ai tout dit. Je plaisante évidemment, mais là, vous avez vu 90% de ce que vous devez savoir. Un outil no-code, c'est visuel, c'est ce que je viens de montrer. Et notamment à partir d'un projet qui a déjà de la valeur sur le terrain. Donc, je me présente. Donc, je suis Erwan Kézard, cofondateur de Contournement. Comme je le disais, on forme les gens à contourner les obstacles techniques. Comment? En les formant aux outils no-code. Donc, première activité qu'on a, c'est de former les gens aux outils no-code avec des formations en ligne, en e-learning ou des formations en face-à-face, à distance ou en présentiel. Notamment sur les outils les plus accessibles. Parce que vous allez le voir, il y a des outils no-code qui se prennent en main en quelques jours ou quelques heures. Là où il y en a d'autres qui prennent plutôt 3 semaines, un mois, qui sont vraiment des outils plus experts, plus complexes. Nous, on est vraiment sur les outils les plus accessibles. Pour permettre aux gens de créer leur site web, leur appli, mais aussi et surtout pour les aider à optimiser leur façon de travailler, à automatiser des tâches, à déléguer aux machines des tâches chronophages ou à faible valeur ajoutée, pour se réapproprier les moyens de production numérique, encore une fois, au lieu d'être dépossédé de son temps et de son énergie par les outils numériques. C'est ce qu'on appelle les no-code ops, optimiser ces opérations numériques par le no-code. On propose aussi tout un tas de ressources gratuites, je vous donnerai les liens à la fin, et on a des side projects, des projets à côté, comme par exemple No-Code Jobs, qui est la première plateforme d'offre d'emploi sur le métier du no-code. On est 2 cofondateurs, Alexis Kovalenko et moi-même, et notre point commun, c'est qu'on a monté plusieurs projets en tant qu'entrepreneur ou intrapreneur dans nos vies, qu'on vient du code informatique, on vient de la technique à la base, on a formé pendant des années à la technique, on a fait de la prod aussi, et il y a un projet qui a fait date, que j'ai monté, dont j'ai eu l'idée, que j'ai cofondé en 2013, qui s'appelle Simplon.co. Donc, on était plusieurs cofondateurs, mais à la base, c'était un peu mon idée. Et j'ai décidé d'en partir en 2017. C'est devenu très gros. C'était un gros réseau, et c'est toujours un gros réseau d'écoles de code informatique gratuit et solidaire. En tout cas, pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on me dit tiens, mais c'est marrant, tu viens du code et maintenant tu es sur le no-code. C'est quoi? C'est un pivot, c'est un retournement de veste? Et ce que je dis souvent, c'est de dire ben non. Quand j'ai eu l'idée de Simplon, la volonté, c'était de démocratiser, encore une fois, le fait de créer des sites, des applis pour les profils les moins techniques possibles, avec les outils les plus accessibles possibles. À l'époque, c'était avec le code que ça se passait, avec des langages plus accessibles. Et ben maintenant, c'est avec le no-code. Ça fait 10 ans que j'attends, voire 15, que j'attends que ces outils no-code soient enfin matures comme ils le sont aujourd'hui. Donc, vous arrivez pile dans la bonne période pour les découvrir. Je vais en parler un petit peu plus juste après. Et donc, Alexis, on s'est rencontrés chez Simplon.co. C'était le directeur technique, fondateur de l'agence web de Simplon, qui embauchait d'anciens élèves en insertion, qui s'appelle Simplon Prod. Et je précise bien que je suis parti en 2017 de Simplon. J'ai décidé de quitter Simplon en 2017. Je n'y suis plus. Programme. Donc, je viens de vous accueillir. Je vais vous donner un petit peu de contexte sur le no-code pour comprendre un petit peu ce que c'est, pas juste faire une liste d'outils à l'après-vert. Vous présenter des projets réels qui ont réussi en no-code et les outils qu'ils ont utilisés, la stack qu'ils ont utilisée. Je reviendrai sur ce terme après. Panorama au sens large des outils, en vous disant à quoi ils servent. Puis les questions-réponses. Émergence et contexte. Un peu de mise en perspective. Ça y est, c'est parti. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, j'y répondrai à la fin. Alors non, justement, pas dans le chat, mais dans l'onglet QR. Excuse-moi, parce qu'on est sur Zoom et en effet, rares sont celles et ceux qui pratiquent cette bonne pratique. Merci beaucoup. C'est très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Dans le monde, il y a des études qui tentent à chiffrer que 0,3% des gens à peine savent écrire du code informatique, tout code confondu, tout niveau confondu.
Bref, on s'en fiche de l'exactitude de ces chiffres, c'est des stats, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une énorme asymétrie entre les gens qui savent maîtriser tout ça et construire des sites, construire des applis et tout, et les gens qui en ont besoin. Il y a beaucoup de projets qui en ont besoin d'outils numériques, de sites, d'applis et tout. Mais cette asymétrie, on se dit que le no-code, ça peut être une bonne solution pour la pallier. Vous voyez, je ne suis pas tombé dans le piège, pas pour y pallier, mais pour la pallier. Le no-code, c'est quoi? Parce que parfois, j'entends, oui, mais dans les années 90, WinDev, c'était déjà du no-code. Alors non. En effet, il y a des technologies qui permettent de réaliser visuellement des sites, des applis, tout ça, ça date depuis longtemps. Mais les outils no-code, c'est vraiment une catégorie particulière de technologie. Déjà, c'est autour de 2017 qu'on a commencé à vraiment voir ce terme apparaître sur Google, enfin, dans les recherches Google, sur Internet. Et pour cause, là, on parle vraiment d'outils qui permettent d'une part de créer des livrables avancés, c'est-à-dire que ce n'est pas pour juste réaliser une petite image, un petit montage vidéo d'image ou autre. Non, on peut faire des sites, des applis, des outils, des choses complexes. Deuxièmement, ce sont des outils qui sont 100% dans le cloud, 100% dans les nuages, 100% sur le web. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous n'avez rien à installer, rien à héberger. Normalement, enfin, les bons outils no-code, en général, ce sont des outils auto-hébergés. Enfin, le vrai no-code, selon nous, selon Contournement. Ce sont des outils où vous arrivez, vous créez un compte, identifiant, mot de passe, comme si vous vous créiez un compte sur Twitter. Vous pouvez commencer à bosser. Là, je veux une image, là, je veux un texte, là, je veux un bouton. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur publier et vous pouvez partager le lien. Ça a l'air de rien, mais ça fait que cette première marche n'est vraiment pas haute et que 90% des profils non techniques peuvent y accéder. Des outils comme WordPress, on pourrait dire que c'est du no-code un peu à l'ancienne pour faire publier des actualités et tout. Mais en général, il faut déjà le télécharger, l'installer, l'héberger. Alors, c'est de plus en plus simple, mais déjà, quand même, aller louer un serveur chez OVH, il y a plein de gens qui s'arrêtent là. Donc voilà, le no-code, cette première marche, c'est parce que c'est auto-hébergé, tout ça, c'est parce que c'est 100% dans le cloud. Et aussi, les outils no-code, dernier point, c'est 100% visuel. Vous n'avez pas de code à lire ni à écrire. Et surtout, c'est designé pour être utilisé par des néophytes. C'est explicitement fait pour des gens qui ont besoin d'être guidés ou qui ont besoin que ce soit intuitif. Contrairement au low code, peu de code, mais du code quand même, qui sont des outils où, pour le coup, il faut quand même être technique. Et très rapidement, je vous montre juste cette image, cette photo que j'ai prise à la première conférence mondiale du no-code à Yalta, 2 ans déjà, à San Francisco donc. Et là, il y a l'organisateur qui dit « Ah, j'ai l'impression que ma connexion est un peu instable. Là. Non, c'est bon? Ça va. Ça va. Nous sommes toutes et tous des pionniers et des pionnières. Enlevez la barrière technique, la barrière du code, et permettez à 100 fois plus de projets, à 100 fois plus de personnes de réaliser des projets, de faire eux-mêmes des projets. Et on est d'accord avec ça. Et ça me permet de placer quelque chose. C'est que no-code, ça ne veut pas dire anti-code. Ça ne veut pas dire le no-code est là, le code est mort, les développeurs vont disparaître. Non, au contraire. S'il y a 100 fois plus de gens qui peuvent commencer à lancer des projets, parce que la première barrière est moins haute. Ça veut dire qu'il y a 100 fois plus de projets qui ont une chance de vraiment être adoptés et de réussir, et donc 100 fois plus de projets qui ont une chance d'atteindre les limites du no-code, et donc 100 fois plus de projets qui risquent d'avoir besoin de codeurs derrière, ou de codeuses. Donc, si vous entendez des âneries du genre le code est mort parce que le no-code est là, au contraire, no-code plus code, ça fait très bon ménage. D'ailleurs, on lance bientôt une formation solidaire. Enfin, je ne peux pas trop en dire pour l'instant, mais où les gens vont apprendre du no-code pour aller vers du code ensuite. Bref. Voilà, ça va mieux en le disant. Il y a même de plus en plus de codeurs et de codeuses qui se mettent au no-code pour pouvoir plus rapidement faire certaines parties. Et c'est pragmatique. Par contre, ça veut dire que sur les compétences en code, il va falloir des compétences en code plus costauds aujourd'hui, plus forte valeur ajoutée. Et il y a 3 principaux usages du no-code. Je vous précise bien ça avec l'image de l'iceberg, parce que tout le monde voit le côté faire son site, faire son appli. Ouais, c'est super bling-bling, c'est génial, ça donne envie. Mais il n'y a pas tant de monde que ça qui a besoin de lancer un site ou une appli. Donc, ce premier usage, le produit, le site, l'appli, je me dis que c'est la partie émergée de l'iceberg. Enfin, je Contournement, on pense ça. La partie un peu entre les deux, à la surface, c'est le marketing, le growth, la croissance. Vous savez, trouver des clients, faire de la pub, etc. On peut automatiser plein de choses dans nos codes. Ça fait un moment que ça existe, mais nous, on est moins experts de ça. Par contre, la partie immergée de l'iceberg, la plus grosse, mais qu'on voit le moins, c'est la partie productivité, Ops, ce dont je parlais tout à l'heure.
optimiser ses opérations numériques, optimiser sa productivité, faire que des tâches répétitives et chronophages ne soient non plus faites par le stagiaire ou la stagiaire qui a bien plus intéressant à faire, ou par vous parfois, mais par la machine, pour pouvoir faire des choses plus intéressantes. Donc, c'est travailler plus efficacement, avec plus d'efficience. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on essaie de se spécialiser chez Contournement. Bref, il y a plein d'outils no-code, vous allez le voir, mais l'idée, c'est de mieux savoir lesquels servent à quoi en sortant d'ici, et aussi que vous puissiez mieux faire vos choix sur lesquels vous formez ou lesquels déléguer, etc. Allez, un petit showcase, quelques outils no-code et les stacks qui vont avec. Donc, les stacks, en fait, c'est la pile d'outils qui va avec. Vous allez voir que chaque outil no-code a combiné chacun de ces projets a combiné différents outils no-code. Donc, c'est ça la stack. Book stack, en anglais, c'est la pile de livres. Là, c'est la pile d'outils no-code. C'est un mot qui revient souvent, donc je préfère vous le dire et vous le traduire. Et ben voilà, j'avais même prévu une diapositive, j'avais oublié. Parce qu'on l'améliore tout le temps, cette présentation. Banlieue Santé, c'est un projet que j'adore. C'est un projet que j'ai aidé bénévolement aussi au premier confinement. C'est un projet que j'adore parce que Banlieue Santé, donc, il livrait des repas à des personnes âgées vulnérables, notamment dans les quartiers populaires, dans des foyers, etc. Et Banlieue Santé, il y avait une appli pour faire connaître ce qu'ils faisaient, qui a aussi circulé entre beaucoup de mains, en fait avec Glide aussi, comme la première que je vous ai montrée. Mais il y a aussi toute une partie coordination que je leur ai développée en une journée à peu près, avec Airtable. C'est-à-dire que Banlieue Santé, ils avaient différents points de livraison avec des numéros de porte, parce que les personnes âgées, parfois elles étaient isolées, parfois elles étaient en groupe. Bref, il y avait un protocole de sécurité hyper développé qu'ils avaient mis en place. Il fallait que les bénévoles puissent s'attribuer telle livraison, que ça s'arrête quand il y a 5 bénévoles qui sont sur la livraison et qu'il n'y en ait pas plus qui puissent s'inscrire, que les bénévoles puissent avoir certaines infos, mais pas tout, parce qu'il y avait du confidentiel, qu'ils puissent noter la livraison, qu'ils puissent dire comment ça s'est passé, si le gardien était par exemple méfiant ou autre. Et bien, tout ça, on l'a fait avec Airtable. À la base, il le faisait avec WhatsApp, du mail, du SMS, du Excel. Chacun y allait de son outil, c'était un bazar pas possible. Et avec Airtable, on a vraiment réussi à optimiser toute une partie de ce processus. Airtable, en gros, vous allez le voir, c'est l'Excel du futur. Pour nous, c'est l'outil no-code qui sert au plus de choses. En fait, ce n'est pas un tableur, c'est une base de données hyper visuelle, hyper puissante. On y reviendra après. Mais en tout cas, ça a aidé Banlieue Santé à passer de 10 bénévoles à plusieurs centaines et à rationaliser un petit peu cette logistique, cette coordination. Donc, pour coordonner des bénévoles, pour gérer des contacts, pour gérer des projets, pour gérer des produits, Airtable, ça sert vraiment à beaucoup de choses. L'intendance, c'est un outil que j'adore, un projet que j'adore, qui a été monté par une no-codeuse au féminin, et j'insiste dessus parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le no-code, et j'espère que ça va continuer à résorber un peu le manque de représentativité des profils, de représentation des profils féminins dans la tech, qui est un gros problème. En tout cas, l'intendance, c'est un site de e-commerce 100% de produits bio, en vrac, sans plastique, livraison décarbonée. Et elle, ce qui est intéressant dans son projet à Myriam, c'est qu'elle a combiné plusieurs outils. Donc, sa stack, c'est Webflow pour faire le site web. Webflow, c'est un outil super avancé pour faire des sites web, vraiment très personnalisé en no-code. Airtable, faire la base de données des produits, du catalogue, pour gérer les commandes, les livraisons, etc. Zapier, qui est un outil qui permet d'automatiser des tâches, qui permet d'interconnecter des outils. On y reviendra. Zapier, qui permettait notamment, par exemple, les récapitulatifs de commandes automatiques, des choses comme ça. Et Python, donc Python, c'est du code. Python, c'était parce que l'intendance travaillait avec des personnes en situation de handicap et qu'il fallait générer des documents qui soient accessibles à ces personnes visuellement. Et du coup, là, le no-code, ce n'était pas bon pour ça. Donc, ils ont branché une brique de code. Donc, ça montre bien que no-code plus code, ça fait bon ménage. Donc, voilà, en tout cas, la stack de Myriam est assez intéressante parce qu'il y a le site, la base de données, les automatisations et un peu de code pour le cas particulier de génération de documents. Et donc, je vous ai donné H24 Urgence comme projet, je vous ai donné l'intendance, je vous ai donné Banlieue Santé. Maintenant, je vous confie un secret. Le no-code, ce n'est pas magique. On peut faire les mêmes erreurs qu'avec du code. On peut avoir des projets qui sortent jamais, des ambitions trop grosses, des dépassements de budget, de délai, tomber aussi sur des escrocs. Hein. C'est comme partout, faire attention. Mais en tout cas, il y a une méthodologie qu'on recommande vraiment, c'est la méthodologie MVP et Lean Startup. Alors, que signifient ces anglicismes barbaristes?
Le MVP, ça veut dire Minimum Viable Product, le produit minimum viable. C'est un produit minimum et viable. En gros, l'optique MVP, c'est pas de se dire tiens, j'aimerais faire une plateforme qui met en relation des personnes âgées avec des personnes qui je sais pas quoi. On va faire un gros truc complet, on va lever 50 000 € de mécénat et puis dans un an, ça sortira. Ça, c'est la première ligne. On construit une voiture de cette manière-là et à la fin, Inch'Allah, la voiture, elle fonctionnera et Inch'Allah, la voiture, elle sera achetée par les gens, ça leur servira. Non, l'approche MVP, c'est se dire on va d'abord faire un skateboard. Le skateboard, on va le faire nous-mêmes en une journée en no-code, en interne. On teste le skateboard. Au réel, hein, pas des gens à qui on pose des questions. On le publie, on voit comment les gens interagissent. On voit que les gens, ils adorent le skateboard. On va dire qu'il y a 20 personnes qui s'abonnent au skateboard, mais ils se cassent la figure. Donc, au lieu de mettre un moteur derrière le skateboard, comme on comptait faire, on va mettre un guidon. On apprend des tests. Hop, on fait une trottinette en une semaine en apprenant le no-code, en se formant un peu chez Contournement, par exemple, à tout hasard. Il y a aussi d'autres gens qui le font très bien. Je fais la trottinette, là, il y a 100 personnes qui s'abonnent à la trottinette. Super, 100 bénéficiaires. Là, la trottinette, on voit que les gens ils veulent aller plus vite. Là, on s'appuie sur un expert ou une experte. En un mois, on développe un vélo. Le vélo, il y a 1000 personnes qui s'abonnent, c'est top. À partir de là, c'est peut-être le moment où il va falloir chercher un peu de sous pour faire financer une moto, où là, il y aura certainement du code, mais on garde les roues en no-code. Et là, on la sort au bout de 2 mois. Et puis là, il y a 10 000 personnes sur la moto. Et puis, de fil en aiguille, on fait la voiture. Ça, c'est l'approche Lean Startup, la startup légère, le fait de tester et à partir de là, d'avancer. Il y a trop de projets qui ne voient pas le jour parce que les gens sont trop ambitieux. Ils veulent d'abord faire une usine à gaz avant de faire un petit atelier. D'abord, faites un skateboard. Et le no-code, c'est comme ça que vous réduirez les coûts, que vous réduirez le temps, que vous autonomiserez et que vous pourrez tester et que ça servira vraiment aux gens ce que vous sortez. Banlieue santé, H24 urgence, si on a sorti vite ces projets, c'est parce qu'en une journée, on s'est dit ça, c'est le strict minimum. Ça sert aux gens. Allons-y. Partez en skateboard plutôt que d'être avec un roller, une canne et un je ne sais pas quoi, enfin, c'est-à-dire le mélange de WhatsApp, email, etc., dont je parlais tout à l'heure. Fait, c'est mieux que parfait. Et aussi, il y a un autre élément méthodologique important dans le no-code, vous l'aurez déjà un peu compris, c'est 2 approches. L'approche modulaire versus l'approche intégrée. C'est 2 façons de choisir ses outils, 2 façons de choisir sa stack. L'approche intégrée, comme son nom l'indique, c'est que toute la stack, tous les outils sont dans un seul outil, en fait. J'utilise un seul outil pour faire tout mon projet de A à Z. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle Bubble, qui permet de faire des applis web très avancées, très complexes, mais qui est beaucoup plus compliqué à prendre en main. Bubble, il faut au moins 1 mois pour le maîtriser. Il faut être expert. Mais c'est plus puissant, c'est très puissant. L'approche modulaire, si j'ai mis des Lego en dessous, c'est parce que ça ressemble un peu à ça. L'approche modulaire, c'est le fait de combiner différents outils pour chaque fonctionnalité, pour chaque étage de la stack. Je combine différents outils pour que chacun fasse le job qui fait le mieux. Par exemple, Typeform pour que les gens remplissent des formulaires, Airtable pour stocker les annonces, Webflow pour faire le site et Stripe pour avoir une brique de paiement, pour que les gens puissent faire des dons ou acheter des choses par carte bleue simplement. Et justement, je vais vous donner un exemple de projet en approche modulaire, ce qui me permettra de vous faire le panorama des outils aussi. Imaginons que je veuille faire un service où les gens peuvent se louer des instruments de musique entre eux. Le Airbnb des instruments de musique. Déjà, il me faut un site où présenter le service et où y accéder. Ça, c'est la brique d'affichage, User Interface, l'interface utilisateur, le site web, quoi. Il y a plein d'outils pour faire des sites web. Là, je vous ai mis du plus simple au plus avancé. Squarespace, c'est littéralement le plus simple. Franchement, en 3-4 heures, j'ai vu des gens déjà le maîtriser alors qu'ils n'étaient pas informaticiens. Alors, vous êtes un peu limité, mais vous pouvez quand même aller sur de l'e-commerce, sur de l'actualité. C'est vraiment très puissant, ça se monte très vite. J'avais sorti d'ailleurs au 2e confinement une formation gratuite pour aider les artisans et les petits commerçants et les restos. Et il y a vraiment à faire leur site de click and collect gratuitement eux-mêmes. Et il y en a plein qui ont réussi, alors qu'ils n'étaient pas du tout informaticiens. Card et Doric sont très bien aussi, un petit peu plus avancés. Et Webflow, la Rolls-Royce dont je parlais, qui est un méga Photoshop du no-code, mais là, c'est plus pour déléguer à des experts, Webflow. Vous n'apprendrez pas ça tout seul ou toute seule. Ensuite, pour se louer des instruments de musique, il faut que les gens puissent publier leurs annonces.
Imaginons que Christophe Mahé veuille louer sa guitare. Eh ben, il faut que sur le site, il puisse remplir son annonce avec titre de l'annonce, type d'instrument, date de location, prix à la journée, etc. Ça, c'est les formulaires. C'est la brique de saisie des données. Des formulaires, on en utilise tous les jours sur les applis, sur le site de la Sécu, pour répondre à des questions, pour s'inscrire à des newsletters. Les formulaires, il y a plein d'outils. Je ne vous les détaille pas. Mais on va dire qu'il y a des outils spécialisés comme Typeform, vous voyez en dessous, qui est très élégant, très puissant et tout, et vraiment spécialisé avec plein de fonctionnalités. Et puis, souvent, les outils intègrent déjà des formulaires. Par exemple, Webflow, faire des sites, il y a un formulaire natif. Airtable, pareil, il y a une vue formulaire, etc. Et Google Forms, que beaucoup de gens connaissent. Et Framaform aussi, le formulaire Framasoft, logiciel libre. Et ensuite, quand Christophe Mahé il a publié son annonce pour louer sa guitare à 10 € de la journée, il faut que je stocke ces offres quelque part pour pouvoir les exploiter. Une fois qu'il a mis dans la boîte aux lettres son offre, il faut contenir dans la boîte aux lettres et organiser derrière. Ça, c'est la brique de stockage des données. Je requiers toute votre attention. Je vous ai promis que je reviendrai sur Airtable. C'est peut-être le moment le plus chaud du webinaire. Je vais vous dire quelque chose, c'est que quand on ouvre un Excel ou un Google Sheet pour lister des produits, pour lister des gens, pour lister des lieux, pour lister des tâches, c'est à contre-emploi. Un outil de tableur, ce n'est pas fait pour stocker des données, pour organiser des données. C'est fait pour faire des calculs. Excel, c'est excellent pour faire des calculs, pas pour stocker des données, pas pour gérer des données. Airtable, par contre, c'est fait pour ça. C'est un outil de gestion de base de données. Les outils de gestion de base de données, à la base, c'est en SQL, il faut savoir coder. Grâce à Airtable, depuis quelques années, on peut faire des trucs de dingue sans coder. Vous voyez en dessous, j'ai des données, il y a des types de données, pièces jointes, nombre, sélection multiple, sélection unique, etc. Je peux les afficher sous forme de tableaux filtrés, de tableaux groupés. Je peux partager juste une vue au bout d'un lien. Les vues sont consistantes, c'est-à-dire que quand quelqu'un repasse derrière, ça ne défait pas tous mes filtres. Je peux faire des vues consistantes, permanentes, persistantes, pardon. Je peux faire une vue galerie, je peux faire une vue calendrier, je peux faire une vue géolocalisée, je peux faire une cartographie. C'est hyper puissant, Airtable. Ça sert à 1000 choses. Franchement, dans les assos, on a donné une formation dernièrement pour la fondation La France s'engage sur Airtable en faisant un outil de gestion de contact. En une demi-journée, quasiment tout le monde avait réussi à faire quelque chose de bien. Et en plus, il y a des automatisations intégrées dans Airtable. Bref, c'est vraiment un outil qui peut servir à plein de choses pour gérer le financier, le rapprochement bancaire, sachant qu'il y a Conto aussi, une banque en ligne qui s'intègre avec Zapier et Airtable. Enfin, on peut faire économiser littéralement des centaines de minutes par jour à l'échelle d'une équipe grâce à ces outils. Bref, ah oui, et puis vous avez vu Google Sheet, on s'en est servi pour Glide, mais c'est un hack, c'est parce que Glide, ils veulent vous simplifier la vie. Et puis après, il y a Integromat et TimeTonic qui sont des alternatives qu'il faut connaître. Voilà, je vous les mets là, un peu plus technique. Ensuite, il va falloir prévenir un utilisateur que quelqu'un veut emprunter son instrument. Et Christophe Mahé, il y a Goldman qui veut t'emprunter ta guitare. Et ça, c'est la brique de programmation, la brique d'automatisation. Et je dis bien programmation, parce que même si on ne code pas avec les outils de no-code, on programme. Je n'écris pas de code informatique, mais je donne des ordres séquentiels aux machines. Je programme, comme si je programmais ma machine à laver avec des boutons. Par que là, je le fais avec des interfaces visuelles, des icônes, avec du no-code. Zapier, c'est redoutable pour ça. Zapier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un outil qui permet d'interconnecter des applis entre elles, simplement, visuellement. Votre premier zap, là, je pourrais vous le faire en 20 minutes, et d'automatiser des tâches au lieu de les faire à la main. Regardez l'exemple que j'ai ici. Quand quelqu'un remplit le formulaire de candidature dans Typeform, alors, automatiquement, inscrire cette personne à notre outil de CRM, de gestion client, puis automatiquement inscrire cette personne à notre liste de diffusion de newsletter, puis automatiquement ajouter tel mot-clé à cette personne, par exemple candidat, puis automatiquement envoyer un mail de récapitulatif de sa candidature à la personne, et automatiquement m'envoyer une notification sur Slack ou sur WhatsApp ou que sais-je du fait qu'elle a candidaté. Si je le fais à la main, ça me prend 5 minutes. Fois 100 candidats, ça fait 500 minutes. Si je le fais avec Zapier, pas d'erreur. S'il y a une erreur, je suis notifié. Pas d'erreur. Et aussi, tout bêtement, ça fait 500 minutes de temps et de charge mentale que j'économise.
Des process comme ça, il y en a des dizaines dans chaque structure. C'est du temps perdu, du temps gâché, de l'énergie gâchée versus la réelle mission, la réelle valeur ajoutée que vous pouvez avoir dans votre structure ou votre équipe. Et encore une fois, ce sont vraiment des outils. En une demi-journée, on peut déjà avoir pigé le principe. Et sur une équipe de 10 personnes, il n'y en a peut-être que 3 qui vont continuer à l'utiliser. Par contre, les autres auront compris à quoi ça sert et pourront se dire, tiens, au lieu d'aller faire développer un truc à 5 000 €, ou alors au lieu de faire à la main tous les jours ou de déléguer à mon stagiaire ou à ma stagiaire, je vais automatiser. Et pour valider la transaction, l'utilisateur doit payer sa location. Ça, ce sont les briques de services externes. Il y a plein de briques qui se connectent au no-code et qui sont super pratiques. Stripe, par exemple, pour gérer le paiement, pour accepter les paiements par carte bleue, comme je le disais tout à l'heure. Helloasso, par exemple, derrière, c'est Stripe. Donc, ça vous évite de développer une brique de paiement. Vous pouvez accepter les paiements par carte bleue et tout. OneSignal, pour faire les notifications push, vous savez, les petites notifications de votre téléphone, là, ça, vous pouvez en mettre un peu partout pour donner des news, pour relancer des gens et tout. MailerLite, Mailchimp, SendGrid, Sendinblue. Là, je ne parle pas de ces outils pour envoyer des newsletters, j'en parle pour gérer des mails automatiques. Par exemple, vous êtes inscrit la semaine dernière, mais vous n'êtes pas revenu. Il faut finaliser votre inscription. Et vous avez fait un don de 10 €, à telle association. Est-ce que vous voulez rajouter 5 € pour cette association qui fait la même chose? Enfin, vous savez, les mails un peu automatiques. Et Twilio, pour faire du SMS. Vous pouvez mettre du SMS dans le no-code pour faire des notifs ou autre. On peut même se dire, quand quelqu'un a fini une tâche, je vais recevoir un SMS, par exemple. Aussi, sachez qu'il y a un outil super qui s'appelle Softer qui permet de créer des véritables petites applications ou des sites dynamiques avec Airtable, par exemple, No Code Jobs, le site d'offre d'emploi, on est en train de le refaire là-dessus. Quand quelqu'un publie une annonce dans Airtable, via le formulaire, hop, ça l'affiche sur Softer et les gens peuvent filtrer les offres d'emploi en cliquant sur les filtres. Ça prend plusieurs jours à coder. Là, vous le faites littéralement en 1 heure. Et vous pouvez aussi permettre aux gens de s'inscrire, de se connecter, qui ne voient pas tout quand ils ne sont pas inscrits, etc. Et Stacker aussi, qui permet de faire des applis avec Airtable. J'ai presque fini. L'approche intégrée. Donc, c'est l'approche tout en un, quand j'utilise un seul outil pour faire mon projet. Là, clairement, Bubble est loin devant. Bubble, c'est un outil super puissant. Encore une fois, je vous le répète, c'est plutôt pour des experts ou des experts qui se sont mis au moins un mois. Mais il y en a d'autres quand même, Infinable, Goodbarber, Xar, notamment des Français qui valent le coup d'être connus. Ils sont plutôt pour des usages internes, des usages corpaux aussi. Mais voilà, ils sont parfois plus simples à prendre en main que Bubble. Et pour les applis mobiles, si Glide, c'est vraiment l'outil le plus simple à prendre en main au début, qu'à l'autre opposé, il y a Bubble qui est très complexe, entre les deux, il y a Adalo, que vous voyez à droite, faire une appli mobile téléchargeable sur l'App Store, téléchargeable sur le Play Store. Adalo, c'est vraiment le bon compromis. On a une formation qui dure 5 jours sur Adalo, par exemple. En 5 jours, vous faites une première petite appli, une première appli assez avancée même. Et voilà, c'est à la fois agréable à utiliser, plus accessible que Bubble, mais quand même puissant. Et aussi, le dernier que je vous mentionne, c'est Notion. On en entend de plus en plus parler. Notion, c'est une histoire intéressante, cette boîte. C'est 3 geeks, vraiment le geek de l'organisation des documents, etc. Enfin bref. Notion, c'est vraiment un espèce d'outil de collaboration tout en un. C'est pour vous créer votre outil de gestion de projet, vous créer votre base de connaissances, vous créer votre liste de tâches. En fait, c'est moins puissant qu'Airtable sur les bases de données, parce que Airtable, c'est vraiment spécialisé sur les bases de données, mais c'est plus générique. Par exemple, dans Notion, ce n'est pas « j'ai un document texte, un tableau ». C'est « j'ai tout au même endroit ». C'est comme si je me faisais mon mini-site. Je peux naviguer entre les pages, je peux avoir des bases de données qui apparaissent à plusieurs endroits, mais l'info arrive toujours au final dans la même base de données. Enfin, c'est extrêmement puissant et hyper élégant, hyper flexible, hyper accessible. En 3 mots, c'est vraiment productivité. Moi, j'ai vu des équipes changer du tout au tout leur organisation grâce à ça. La mort des documents, parce qu'on ne raisonne plus en termes de documents, mais de pages. Et on peut exporter en PDF et tout, bien sûr. Et Turfu, comme disent les jeunes, parce qu'on considère que c'est le futur du travail. Voire même déjà le présent. C'est de plus en plus... Notion, même Google est en train de modifier son approche des documents pour ressembler à Notion, avec Google Canva. Enfin, bref, c'est vraiment un paradigme qui résout énormément de problèmes. Et sachez que, pour conclure, en no-code, de manière prototypale ou avancée,
vous pouvez réaliser des newsletters, notamment avec des fonctionnalités avancées, payantes notamment, newsletters payantes, de l'e-commerce, Squarespace e-commerce, c'est super. Des API, vous savez, ça veut dire que vous pouvez venir vous connecter à des services, par exemple à de l'open data. Imaginons que je vais faire une appli qui géolocalise tous les lieux de collecte d'habits, les relais par exemple, et qu'il y a une API pour ça, je peux venir me connecter et afficher ça dans mon appli. Normalement, c'est hyper compliqué de le faire. Là, en no-code, on peut le faire. On peut même mettre en accès ces données. Par exemple, je veux que tous mes restos solidaires soient accessibles à tout le monde pour qu'ils puissent utiliser dans leur appli, la géolocalisation. Mais vous pouvez exposer votre API pour que les gens se branchent à vous. Scrapping, le fait d'aller chercher des informations automatiquement au lieu de les copier-coller à la main. Les chatbots, des agents de conversation automatiques. Bonjour, comment puis-je vous aider? Je cherche des toilettes, je cherche un restaurant. Clac. J'espère que ce ne sera pas les deux en même temps. Lol. Et puis, vous voyez les agents qui vous répondent par choix multiples. Assistants vocaux. OK Google, est-ce que je peux te no-coder? Oui, vous le pouvez désormais avec VoiceFlow. 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, il y a des outils très bien qui se font, notamment Minsar. Necker, c'est bien aussi, mais Minsar, c'est pour créer de la réalité virtuelle, la réalité augmentée en no-code. C'est une no-codeuse aussi qui l'a montée. C'est français, c'est incroyable. Jeux vidéo, notamment Serious Game. Intelligence artificielle et machine learning, on peut faire du no-code, on peut faire des choses en no-code. De la blockchain et des objets connectés. Tout ça, vous pouvez le retrouver, toutes nos ressources sur contournement.io, notre petite planète. Vous avez en particulier dans les ressources gratuites nos webinars et nos tutos gratuits sur YouTube. On donne plein de contenus gratuits pour que les gens puissent faire leur premier pas gratuitement. Nos podcasts aussi, on interviewe des assos, des startups, des TPE, PME, des experts qui font du no-code. C'est assez inspirant en général. Et la communauté No-Code France qu'on a créée il y a 3 ans et qui a son existence propre aujourd'hui, qu'on a légué au collectif, et qui est sur Slack, un outil de communauté, et où il y a plus de 6000 personnes qui s'entraident, qui se donnent des infos. C'est hyper sympa, n'hésitez pas à venir. Et aussi, j'avais juste une petite diapo que j'ai cachée, décidément. On dirait que j'ai peur de vous le proposer. Pour info, voilà, nous, nos formations, on a des formations sur un peu tous les outils no-code qui sont accessibles en quelques jours, notamment Glide, notamment Adalo dont je vous ai parlé. Mais les 4 principales formations qu'on propose, nous, c'est autour de l'optimisation de la productivité, des process et tout ça. Donc, une formation Airtable qui peut durer de 1 à 4 jours en fonction du niveau que vous voulez. Zapier, pareil, niveau débutant, initié et confirmé, entre 1 et 4 jours. Et Notion, entre 1 et 4 jours aussi. Clairement, quelqu'un dans une équipe qui fait ces 3 formations, qui prend en tout, je ne sais pas, par exemple, 9 jours sur 1 mois ou 2 pour se former, vous avez quelqu'un qui sait no-coder dans l'équipe, qui peut faire tout un tas de choses qui vous auraient demandé du temps ou que vous n'aurez pas fait par faute de compétences ou de coûts ou de temps. Donc vraiment, voilà, il y a ça et c'est éligible au CPF. Et il y a aussi Initiez-vous au no-code par la pratique. C'est une formation d'une journée où on combine ces 3 outils-là, Airtable, Zapier et Notion, et où on fait un site avec Software aussi, pour pouvoir toucher un peu tous les outils niveau ceinture blanche, pour comprendre comment les interconnecter et faire un premier projet. Et pour le coup, on s'est dit qu'en tant que participante à ce webinaire, on va vous envoyer un coupon, donc dans ce qui sera envoyé après, qui vous permettra d'avoir 50 € de réduction sur la formation initiation jusqu'au vendredi 19 novembre à 18h. Vous avez un mois. Donc, elle coûte 150 €. Ça fait 50 € de réduction. Ça vous laisse du temps pour réfléchir si vous voulez que quelqu'un teste chez vous. Et puis, voilà. La page de pub étant terminée, je vais prendre vos questions-réponses. Génial. Merci beaucoup, Erwan, pour ta présentation. Je te confirme qu'il y a des questions et je vais commencer par une assez généraliste, mais qu'on a eu plusieurs fois, notamment de la part de Stéphane et d'Amélie, qui demandent s'il existe des outils no-code en français. Alors, très bonne question. La plupart des outils dont j'ai parlé là, ce sont des outils américains. Ce qui pose aussi des questions sur les données et tout, on en parlera après si vous voulez. Mais en tout cas, oui, ce sont des interfaces en anglais. Alors, déjà, souvent, l'anglais étant la langue du monde, malheureusement, sur Internet, quand on n'est que francophone, ou pas anglophone en tout cas,
on peut parfois avoir des petites barrières. Mais premièrement, la plupart des no-codeurs et des no-codeuses que je connais qui ne sont pas bons en anglais, ils arrivent à les maîtriser parce que c'est tout le temps les mêmes mots, c'est souvent des mots transparents, image, image, colonne, column, bref, pas besoin d'être anglophone pour les utiliser. Les ressources, les forums, les documentations, clic droit, traduire en français, et en général, vous aurez une traduction à peu près juste, c'est vraiment de plus en plus performant, hein, ça aujourd'hui. Il y a des outils qui ont quand même des versions françaises, comme Squarespace, par exemple. Par contre, il ne faut pas traduire en français dans les outils, parce que là, ça peut peut-être faire sauter des choses, faire des bugs. En tout cas, parmi les outils de no-code français, il y en a plein. J'en ai mis quelques-uns là dans la presse, on les connaît moins, parce que nous, on essaie vraiment, chez Contournement, d'être en mode principe de réalité. C'est-à-dire que notre cœur, forcément, va à des outils français, parce que c'est consommé local et tout, à des logiciels libres, mais là, il n'y en a pas, malheureusement pas encore, en tout cas dans le no-code. Mais aujourd'hui, notre métier, c'est de donner les meilleurs outils, enfin selon nous, les plus accessibles et les plus puissants, à la fois accessibles et puissants, hein, je le rappelle, il y a ces deux éléments qui sont importants, pour que les gens puissent réaliser eux-mêmes leurs outils. Donc en français, j'en ai cité plusieurs tout à l'heure, notamment TimeTonic, une alternative à Airtable, il y a YouDoTools, qui est une alternative à Bubble, un peu moins avancée, mais qui est très bien. Enfin bref, il y a des outils français et en français, mais on les connaît moins bien. Sur le channel Twitch de No Code France, vous savez, c'est ou le channel YouTube de No Code France, il y a souvent des outils français qui viennent faire des démos. Donc, si vous voulez aller voir, tapez YouTube No Code France et vous verrez des démos. Très bien, merci. On peut en effet faire la transition sur le sujet de l'hébergement des données parce que c'était déjà un sujet de la part de Michel notamment, puis ça a éveillé le sujet chez d'autres. Du coup, sur ces outils no-code qui sont hébergés dans le cloud, où se situent les serveurs et qu'en est-il plus généralement sur la protection des données? Très bonne question. Alors, en général, ces outils sont hébergés aux États-Unis. Aujourd'hui, nous, on a déjà eu des cas de grandes entreprises, d'associations ou autres qui ont posé la question à un expert juridique, notamment un Data Protection Officer, un responsable en protection des données, qui disait non, franchement, feu vert, on ne voit pas particulièrement de problème, même si, en fait, on a un live où on parle vraiment de tous ces sujets, même le RGPD, avec deux experts sur le channel YouTube, sur la chaîne YouTube de Contournement. En fait, il y a ce qu'on appelle le Patriot Act, qui fait que, en contexte de menaces terroristes, etc., la NSA, donc le SAM peuvent regarder potentiellement un peu où ils veulent dans les données qui sont hébergées chez eux, en théorie. Après, ça concerne surtout, enfin, ça fait qu'il y a souvent un no-go, enfin, une opposition du juridique pour des données à caractère sensible. Parce qu'il y a les données à caractère personnel et les données à caractère sensible. Les données à caractère sensible, c'est données médicales, données secret défense, armée, etc. Données aussi sur l'orientation sexuelle, sur des critères sur la santé, je l'ai déjà dit. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Mais en général, faut croire le juriste hein, et se renseigner avant. Mais on n'a jamais vraiment eu de gros problèmes là-dessus sur le côté data privacy. Ces outils-là, il faut savoir que ce sont des outils freemium, c'est-à-dire qu'il y a une version gratuite où vous pouvez faire pas mal de choses déjà. Et ensuite, il y a des versions payantes, plus puissantes, où il y a plus de fonctionnalités, qui commencent à 10 euros par mois, 20 euros par mois, 30 euros par mois. En tout cas, le modèle économique de ces outils, c'est clairement de vous faire payer un service. Ce n'est pas d'aller vendre vos données à je ne sais pas qui, hein, qu'on soit clair. Donc, ça, ce n'est pas Facebook. Donc, globalement, aujourd'hui, de toute façon, il faut lire les conditions d'utilisation, mais ils ne sont pas là pour vous envoyer de la pub à partir de vos données pour qui vous allez voter, quoi. Enfin, genre, voilà, leur modèle est globalement clean. D'ailleurs, méfiez-vous en général du gratuit hein, sur le web, comme dit Tristan Nitto de la Fondation Mozilla. Si le produit est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Donc, voilà, je rappelle ça. Mais globalement, voilà, il y a des outils qui proposent d'héberger en France, enfin surtout Bubble, en fait. Bubble propose d'héberger, mais ça coûte cher d'héberger des données en France. Il y a les outils français. Il y a quelques outils européens. Integromat, par exemple, qui est une alternative à Zapier et Check. Mais c'est plus technique quand même.
En tout cas, il y a la question de la sécurité, enfin de la confidentialité des données, il y a la question de la sécurité aussi, à ne pas confondre. Sur la sécurité, ces outils no-code, dans leurs équipes, enfin ceux dont je parle ici, ils ont levé des fonds, ils ont des équipes très fortes techniquement, ils ont des brutasses de sécurité incomparables. Donc, perso, j'ai tendance à plus faire confiance à déléguer ma sécurité aux outils no-code plutôt qu'à 80% des prestataires sur le marché, clairement, qui ne sont pas forcément experts en sécu. Donc, il y a ça. Et aussi, il faut se dire que c'est leur fonds de commerce. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils ont une brèche, ça fait chuter leurs actions, ça fait chuter leur nombre d'utilisateurs. Donc, ils ne sont pas fous. Ils veillent sur ça comme le lait sur le feu. Par contre, nul n'est inattaquable. Hein. Tout le monde s'est fait attaquer un jour, que ce soit PayPal, la Maison Blanche, Twitter. Le tout, c'est de minimiser les risques en allant voir des gens sérieux. Et moi, j'ai tendance à vraiment faire confiance à ces boîtes qui ont du financement, qui ont des équipes costauds et tout, quoi. Et pour Donc, voilà. finir sur ce sujet, en tout cas provisoirement, de la confidentialité et de la sécurité au sens large, il y a Olivier qui dit que bon, sur le stockage US ou Union européenne, c'est une chose, mais qui demande si sur la partie paiement, il faut privilégier l'Union européenne. Pour quelle raison? Bah, du coup, je me dis que si tu te poses la question spontanément, c'est peut-être que la réponse est non, pas tant que ça. Ouais, enfin, je me demande si c'est pour des raisons de sécurité ou de coût. Sur le paiement, je n'ai pas forcément de Je pense que remarques. c'est Enfin, je pour des sais, raisons de sécurité, parce que comme il y a la comparaison avec le stockage des données, je pense que... non, ça, si des hackers veulent intercepter quelque chose, c'est pas forcément la distance géographique ou autre, ou le. Non, ça. J'ai envie de dire, par contre, parfois, j'ai déjà. Moi, l'une des seules raisons pour lesquelles parfois je me dis, ouais, pourquoi pas privilégier certaines banques, c'est par exemple pour le click and collect, ils ont des logiciels directement intégrés avec la caisse ou je sais pas quoi. Mais globalement, par exemple, Stripe, l'outil de gestion de paiement, ils vous prennent une petite commission sur chaque paiement et un frais fixe. Mais c'est bien en dessous de ce que les banques traditionnelles pratiquent, hein, pour info. Donc, voilà. Et bah écoute, c'est très bien, comme ça me fait une transition pour la question suivante, qui est justement en termes de budget. Et alors, la question d'Anna est très globale, mais elle demande si tu peux nous informer sur le budget nécessaire pour utiliser ces différents outils. Dans l'absolu, c'est possible d'avoir un budget à 0 €. Par exemple, banlieue santé, on aurait pu se contenter de 0 € pour faire ce qu'il y avait besoin de faire. En revanche, on s'est dit c'est quand même mieux si on a une URL, enfin une adresse custom, personnalisée, parce que là, c'était banlieussanté.glide.app.io. On s'est dit c'est mieux, c'est banlieussanté.io, parce que gratuitement, ils vous fournissent déjà le fait de publier sur une adresse Glide. Donc ça, c'est super. Non, là, donc on a payé 10 € par mois ou 15 € par mois pour pouvoir publier sur la vraie adresse. On a acheté le nom de domaine, mais ça, vous devez le faire dans tous les cas, c'est 2-3 € par mois. Et Airtable, c'était mieux quand même si on pouvait être en mode collaboratif et avoir quelques fonctionnalités. Donc, je crois que c'était, on payait 23 $ ou un truc comme ça, donc une vingtaine d'euros. Bref, pour une quarantaine d'euros, on avait tout ce qu'il nous fallait. C'était super puissant. Et en 2 jours, on a sorti un truc qui aurait mis un mois à sortir et 30 000 €, quoi. Facile. Donc là, juste parfois, on a du mal à prendre la mesure. Hein. 30 €, 30 000 €. C'est pas ça versus ça. C'est ça versus, sans compter la valeur ajoutée de vélocité, d'adaptation. Parce qu'après, en lieu de santé, ils l'ont pris en main, l'appli. Donc, ils la faisaient évoluer pour correspondre aux besoins du terrain. Donc, ça a une valeur inestimable. Donc, en gros, avec les outils no-code, en moyenne, pour entre 20 et 50 € par mois, vous avez déjà une stack des outils tout à fait performants, tout à fait puissants. Et il ne faut pas compter à ça. Franchement, c'est rien que si vous ramenez au SMIC horaire le temps que ça vous fait gagner, vous êtes vite rentable. Et par ailleurs, calculez aussi sur la base de 500 €, qui est une journée de développement traditionnel, sans que vous n'avez rien en une journée, il faut au moins en général 5-10 jours, vous avez au moins 10 mois devant vous. Et aussi un autre conseil, c'est d'aller, quand vous avez un doute, par exemple, vous tapez Zapier pricing ou Zapier tarif, et là, vous voyez ce que vous avez pour quel prix. Du coup, là, Zapier, par exemple, vous avez 100 tâches par mois gratuits. Vous avez droit jusqu'à 5 zaps.
donc 5 automatisations que vous construisez. Pour du coup 17 € par mois à peu près, vous avez beaucoup plus. Enfin, vous avez plus de apps, plus de fonctionnalités. Vous voyez, vous pouvez regarder à chaque fois sur cette page. Ça vous dit aussi les fonctionnalités qu'il y a. Donc, je vous recommande vraiment de faire ça, de regarder les pages de tarifs. Ça. Typiquement, chez Solidatech, on se sert de la version gratuite de Zapier pour automatiser une partie de reporting. Et on se laisse la porte ouverte pour peut-être un jour aller plus loin, mais ça fait déjà 2 ans que c'est comme ça et ça rend déjà bien service, en effet. C'est ça. Et surtout, quand tu commences à avoir besoin de payer, bah, c'est que tu t'en sers vraiment. Donc, c'est qu'il y a un Exactement. intérêt. C'est Exactement. ça. En général, c'est ça Tu qui peux est bien avec vraiment les faire les outils choses no-code. progressivement, quoi. C'est ça. C'est que Mm. gratuitement, tu peux déjà voir si ça te sert ou pas. Et puis, au bout d'un moment, bah, s'il faut mettre la carte bleue. Là, avec. D'ailleurs, je n'ai pas précisé quelque chose au passage. Excusez-moi, j'ai oublié. Je suis aussi cofondateur de No Code for Good, qui est une association qui est à côté de. Enfin, donc, je suis cofondateur, hein, ça n'a rien à voir avec Contournement, bien qu'on soit partenaire juste. No Code for Good, c'est pour aider les projets solidaires à partir des outils No Code, en les mettant en relation notamment avec des experts bénévoles, et en organisant notamment des hackathons, des formats de marathon solidaires. On a fait un à Nantes avec la cantine numérique. En 2 jours, les projets solidaires sont sortis avec des applis qui fonctionnaient, des outils qui fonctionnaient, en sachant faire. Et c'est des débutants qui les aidaient, des débutants qui étaient coachés par des mentors. Je parle de ça, pourquoi? J'y pense parce que je tenais à vous le présenter et que c'est une asso toute jeune, mais voilà, on fait de plus en plus de choses ensemble avec d'autres assos et des projets. Et parce que pendant ce hackathon, il y avait la question de « Ah, mais je dois payer 15 € par mois ». Et il y a des équipes qui ont payé 15 € et puis du coup, ils ont foncé, ils ont eu de super résultats. Et il y a une équipe en fait qui s'est dit « Oh non, je ne veux pas payer 15 € par mois », alors que pour le coup, il y avait vraiment une utilité. Et donc, ils ont dû contourner, mais c'était du mauvais contournement là pour le coup. Ils ont dû contourner, faire des espèces de circonvolutions qui leur ont fait perdre toute une après-midi pour, enfin j'exagère un peu, je grossis le trait, mais bref, tout ça pour pouvoir économiser 15 €. Je suis là, franchement, il faudrait mieux mettre 15 € et vous pourrez aller beaucoup plus loin. Et puis surtout pour l'utilisateur, ça faisait plus d'étapes. Donc voilà, c'est ce genre de raisonnement qu'il ne faut pas avoir, j'ai envie de dire. Il faut vraiment se dire, si ça vous sert, en plus, c'est sans engagement. Vous prenez un mois, vous pouvez vous désabonner le mois d'après, quoi. Tu fais très bien de réévoquer No Code for Good et si jamais vous recevez nos Oui, newsletters, vous en avez peut-être déjà entendu parler du coup, parce qu'on avait relayé l'info, mais on pourra le refaire à l'avenir également. merci beaucoup, encore une fois. C'est votre lancement. C'est avec plaisir. Je reviens un peu à des questions du départ sur la première partie, quand tu étais plutôt sur la partie application. Et on a une question de Jean-Michel qui demandait comment, ok, donc tu développes une application grâce à un outil de no-code, bien, mais comment est-ce que tu fais pour passer par l'étape Google ou Apple Store une fois que l'appli, elle est développée, elle est publiée? Est-ce que ça, c'est pris en charge? Ça dépend. Pas tous les outils le font. Par exemple, Glide, c'est vraiment pas fait pour passer les fourches codines des stores. C'est des Ok. applis qui sont directement au bout d'un lien et que tu peux installer direct. C'est ce qu'on appelle des PWA. C'est des applis un peu particulières, mais qui sont de plus en plus utilisées. Twitter a fait une PWA dernièrement, enfin, pas dernièrement, ça fait un moment, que vous pouvez installer sans passer par l'App Store ou le Play Store. Mais en tout cas, Adalo permet de publier sur les stores. Adalo, là, l'outil dont je parlais, avec notre formation en 5 jours. D'ailleurs, ils ont même réussi à faire une expérience hyper fluide sur la publication, alors que la publication sur les stores, c'est un enfer en général. Donc, Adalo permet de le faire. Il y a Tunkable qui permet de le faire. C'est un outil dont je n'ai pas parlé, mais permet de le faire. Il y a Bubble, c'est un peu une tannée, mais vous pouvez potentiellement publier sur les stores. Donc voilà, ça, c'est des questions un petit peu plus précises. D'ailleurs, sachez que sur notre site, sur contournement.io, il y a un module, je vous montre vite fait. Vous allez vous demander pourquoi il nous parle de ça. Vous allez comprendre où je veux en venir. Il y a un module, là, nous contacter, où, hop, il y a ma ganache qui apparaît, et vous pouvez poser vos questions. Et enfin, il y a plusieurs scénarios. On vous guide, en fait. Bonjour. Et à partir de là, il y a un endroit où, si vous avez besoin de conseils pour choisir un outil, pour choisir un projet, pour chercher un prestataire, nous, on connaît plein de gens et on prend le temps aussi pour vous conseiller en fonction de votre projet quel outil utiliser. Donc, si vous vous dites que c'est vraiment important de passer par les stores, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, faire attention, on n'est pas obligé d'être sur les stores, même parfois c'est plus compliqué de faire télécharger sur les stores et installer que d'envoyer juste un lien direct. On peut vous conseiller gratuitement là-dessus.
On vous répond en vidéo et puis on vous oriente. Donc voilà, Adalo, en tout cas, pour les stores, c'est vraiment super bien. Une source d'inquiétude du côté de Stéphane qui se demande comment récupérer les applis, par exemple, si la plateforme disparaît. Ça ou autre chose, mais si on prend l'exemple de Glide, par exemple, si demain, tu as fait ton appli sur Glide, ça ferme boutique, que devient ton appli? Eh ben, elle devient du néant. Alors, ces outils no-code, par définition, ils hébergent vos projets. Ça tourne chez eux. Donc, en effet, vous n'avez pas la main sur la machinerie qu'il y a derrière, etc. Vous pouvez toujours, à tout moment, télécharger vos données. Si vous avez, je ne sais pas, 1000 personnes qui se sont inscrites sur votre projet, tous vos textes, là, toutes les adresses, par exemple, de maisons de santé de H24 Urgence, ça, vous pouvez l'exporter en CSV, ce que vous voulez, et le mettre ailleurs. Ça, c'est à vous. Vous ne pouvez pas exporter l'appli en tant que telle, en général. Quoique, DraftBeat, par exemple, ça permet d'exporter le look de l'appli, enfin l'interface de l'appli, le React Native, pour ceux qui connaissent. Ça permet d'exporter l'interface et d'héberger le code ailleurs. Webflow, ça permet d'exporter le code du visuel, du front. Et vos données, pareil, qui sont dans le CMS, vous pouvez les exporter. Par contre, vous ne pouvez pas exporter une appli comme ça, telle qu'elle. À ce jour, il y a quelques outils no-code qui ont mis la clé sous la porte, mais c'était au début, avant l'année dernière, et c'était des petits outils. Là, des outils comme Bubble, comme Glide, comme Airtable, il faut être sûr qu'aujourd'hui, ils sont financés, ils ont fait des levées de dizaines de millions d'euros, de dollars. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de danger. Si il y a un fondateur qui arrête d'arrêter, il y aura toujours des gens pour poursuivre. Enfin, c'est des outils qui, à moins qu'il y ait une tempête solaire ou une panne d'Internet, ça c'est sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a très très peu de chances que des applis disparaissent. Et si c'était le cas, ils anticiperaient, ils vous le diraient à l'avance. Par exemple, Bubble s'est engagé, s'il devait arrêter, à mettre Bubble en open source, à laisser tourner les applis existantes pendant plusieurs années, et puis du coup à ce que les gens puissent reprendre le code de Bubble avec leur open source. Sachant que aussi, même si imaginons que vous utilisez un petit outil no-code un peu fébrile, que vous faites une appli mobile en quelques jours dessus, ou alors vous faites une base de données ou je ne sais pas quoi, et qui mettent la clé sur la porte un mois après. Si vous avez pu exporter vos données, le temps que vous avez passé à faire l'appli, vous aurez de toute façon gagné du temps par rapport à faire de manière traditionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous aurez appris à faire quelque chose et vous aurez fait avancer votre projet. Il faut vraiment le voir comme ça. Encore une fois, il faut se rappeler des galères que ça peut être en développement traditionnel, même sur un simple projet. Et là, je ne jette pas la pierre aux agences ou aux experts, il y a vraiment de tout, comme dans tout métier. Il y a des équipes de développement web, des très bons et des très bonnes, qui clairement peuvent aller aussi vite qu'en no-code, limite. Par contre, ça, c'est rare. Par contre, il y a beaucoup de prestataires qui sont moyens et qui peuvent prendre beaucoup d'argent pour un résultat minime. Et surtout, le problème là-dedans, c'est que vous avez perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et que le projet n'est toujours pas en ligne et que vous n'avancez toujours pas sur votre projet. Vous voyez? Et que vous n'avez pas la main dessus une fois qu'il est en ligne. Exactement. Et c'est pour ça aussi que je parle de principe de réalité, parce que chez No Code for Good, par exemple, on tâche d'aider les assos sur le sujet précis du no-code et les entreprises solidaires, mais on a aussi une troisième mission qui est de questionner les outils no-code en tant qu'entité économique, en tant que phénomène social aussi. Donc, de questionner aussi ces outils qui, pour l'instant, sont tout à fait nice, mais qui, demain, seront peut-être les prochains GAFAM. De questionner ces outils qui, pour l'instant, il y a un outil où il y a de l'open source, N8N, mais où, globalement, il n'y a pas de logiciel libre ni d'open source. Donc, voilà, aussi, on pose ces questions-là. Mais aujourd'hui, clairement, ces sociétés privées à but lucratif que sont les outils no-code, c'est quand même pas encore Google ou Facebook ou je sais pas quoi. Ils ont des modèles économiques plutôt clean. Donc, je parle du point éthique parce qu'on peut se poser ces questions aussi. C'est est-ce que j'y vais pas? Franchement, principe de réalité, si vous voulez délivrer votre impact social, délivrer votre utilité sociale, autant utiliser ce type d'outil. Vous dépendrez toujours de quelqu'un de toute façon. En tout cas, c'est la posture qu'on a chez Contournement et chez No Code for Good. Très bien. Je fais la transition parce qu'il y a trois questions distinctes, mais qui sont sur la même thématique par rapport aux formations contournement.
La première, c'est de savoir si la formation, quand tu dis 100 euros, c'est 100 euros par personne ou par structure? Par personne. En fait, c'est des places de formation. Alors après, rien ne vous empêche de choper une place et puis de mettre 5 personnes dessus. On ne le verra pas, et même si on le voyait, bon. Après, bon, nous, on essaie justement de faire des prix démocratiques. Parce que là, les formations qu'on fait, ce n'est pas juste deux, trois tutos et puis au bout de 3 heures, c'est bon. Là, c'est vraiment des formations avec un déroulé qui vous fait prendre du recul. Il y a beaucoup de pratiques. Ça fait 2 ans qu'on les fait évoluer. Et des formations de 2 jours, 3 jours, normalement, ça coûte plutôt dans les 500, 800 euros. Donc, on a quand même cette volonté démocratique. On a revalorisé nos tarifs parce qu'on n'était vraiment pas assez cher au début. Et aussi parce qu'on veut en vivre sans avoir à lever des fonds, à croître comme des conquérants. On veut vraiment rester une compagnie of two, comme on dit, une compagnie à deux, compagnie à échelle humaine. Donc voilà, j'explique un petit peu notre façon de penser sur le pricing. Et du coup, bah, quand il y a des gens qui achètent nos formations, ils peuvent acheter pour une structure, pourquoi pas, mais si vous voulez acheter plusieurs places, on sera d'autant plus content. D'autant que c'est financé donc par le CPF, mais aussi par les OPCO, par les caisses formation et tout ça. On passe par un partenaire pour ça, mais vous pouvez faire prendre en charge par CPF ou OPCO. Et c'est un peu plus cher parce qu'il y a du temps de traitement et qu'il y a le partenaire qui se paye dessus. Mais bon, voilà, ça demeure des formations pas chères, quoi. Enfin, pas chères. En dessous des prix du marché pour le niveau de qualité qu'on estime avoir, quoi. Bon à savoir. Une question de Sébastien qui demande si si vous avez une proposition d'accompagnement afin de diagnostiquer les besoins et indiquer les pistes à explorer pour les assos. C'est tentant, hein, on nous le demande, il y a plein de projets qu'on aimerait faire et tout. Les seuls trucs qu'on a fait comme ça, c'est gratuitement pour des projets de cœur qu'on avait envie d'aider bénévolement. Et à un moment, on ne pouvait plus le faire. Donc, c'est pour ça que que j'ai cofondé No Code for Good avec 7 autres cofondateurs et cofondatrices. Donc là, j'ai envie de dire, No Code for Good, notre rôle, et là, on va enfin sortir notre plateforme de mise en relation entre des experts bénévoles et des projets. Euh, Vous pouvez aller, si vous cherchez de l'aide bénévole ou à tarif préférentiel, sachant que tarif préférentiel, ça veut un peu encore rien dire dans le modèle. Mais bon, déjà, là, on fait les mises en relation, c'est déjà quelque chose, avec des experts qui ont une sensibilité solidaire ou environnementale. Vous pouvez candidater sur le site de No Code for Good. Si vous avez un budget, vous pouvez aussi aller sur le site de No Code for Good. Mais en fait, on essaie plutôt quand même d'aider des structures qui partent de zéro chez No Code for Good. Des structures qui ont vraiment, où le no-code peut avoir un très fort impact très vite, quoi. Des projets un peu à la banlieue santé, quoi. Si c'est des projets plus gros, vous pouvez aussi nous poser des questions sur contournement via donc, le bouton Nous contacter, là dont je parlais. Et on pourra vous diagnostiquer, tiens, déjà vous faire un premier diagnostic gratuit, et puis vous orienter vers des personnes, vers des gens qui pourront vous conseiller, etc. Voilà. Très bien. Et dernier exemple concret sur la thématique de vos formations, c'est Olivier qui dit qu'il souhaiterait faire une application smartphone pour visualiser les cours, stages et donner les infos à leurs membres. Il se demande si votre formation initiation, ça suffit pour savoir créer une application de ce type-là. Partager cours, stages. Ce serait malhonnête intellectuellement que de dire oui, carrément. Ou alors non, pas du tout. J'ai pas assez d'éléments, clairement. Ça dépend un peu de comment ça va fonctionner et tout. Peut-être. À mon avis, en général, avec la formation initiation, on peut déjà se débrouiller pour faire un petit skateboard d'une manière ou d'une autre. Après, là, j'en sais trop peu pour savoir. Moi, de ce que j'entends, par exemple, je vais dans Airtable, je fais je me fais ma base de données avec mes stages qui sont liés à des cours, qui sont liés à des étudiants, je fais des relations, et puis j'affiche ça d'une manière un peu sympa dans Notion. Ça, on peut tout à fait imaginer ça. Par contre, il y a la notion de relation. Initiation, ça suffit peut-être pas. Initiation, c'est vraiment en moins d'une journée, vous faites une première petite plateforme de productivité, d'ops, pour pouvoir optimiser un process, donc une petite application. Et vous abordez un peu tout. Donc, il y a peut-être des choses qui vous manqueront. Mais ce qui est bien avec la formation initiation, c'est surtout ça vous permet de voir sur quoi vous pouvez creuser. Vous testez un peu tous les outils, vous mettez les mains un peu dans tout. Et là, vous pouvez vous dire, tiens, moi, c'est Notion qu'il me faut. Ah non, moi, c'est clairement Airtable et Zapier. Vous voyez? Donc, je ne peux pas vous promettre que ça suffise. Après, j'ai envie de dire, je pense qu'en ayant suivi cette formation, vous y verrez beaucoup plus clair sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et tout ça, pour faire un arbitrage, quoi. Et surtout, je pense que ça peut vous faire économiser du temps. Parce que aussi, nous, ce qu'on recommande quand vous faites appel à des experts, aux experts no-code, en fait, il y a 3 façons de faire.
Scénario 1, je délègue tout. Bon, OK. Scénario 2, je me forme pour faire un peu et je me fais coacher ou je délègue en m'étant un peu formé. Ça fait que vous parlez le même langage, vous savez mieux ce qui se passe avec le prestataire. Le prestataire va passer moins de temps et vous facturez moins de temps à vous expliquer les choses. Vous allez plus vite et vous pouvez prendre certaines choses en main. Scénario 3, c'est j'apprends tout seul ou toute seule. C'est fait pour ça, nos formations. Ce qui est possible aussi, hein. Ça dépend de votre détermination, votre motivation et tout, votre temps, votre projet. Mais voilà, c'est possible. Il y a plein de projets, plein de gens qu'on voit. Alors, ce n'est pas la majorité, mais on va dire que 25% des gens qu'on voit suivre nos formations et tout arrivent à aller tout seul ou toute seule jusqu'au bout d'un projet. Je dis un chiffre comme ça un peu, hein, mais à grosse maille. Et puis, il y a pas mal d'autres gens qui, par contre, ont mis les mains dedans et puis derrière se font aider, ont besoin d'accompagnement, quoi. Et on ne peut pas savoir avant de s'y être mis, en fait. Tiens, bah, comme ça, je vais te laisser le temps de boire tranquillement. Parce que je vais faire et la question et la réponse pour une fois. Parce que c'est Pascal qui nous demande si on va proposer prochainement chez Solidatech Notion for Non-Profits. Eh bien, Pascal, la réponse est oui, en l'occurrence. Et par ailleurs, si d'autres outils no-code vont arriver prochainement chez Solidatech, pour le coup, là, comme ça, j'ai pas d'autres annonces, entre guillemets, en tête à vous communiquer. Ce qui est sûr, c'est que c'est un travail de longue haleine de mettre en place de nouveaux partenaires et qu'on y travaille et que, bah, voilà, à l'image un petit peu de ce webinaire aujourd'hui, on a tout à fait conscience des possibilités du no-code pour les associations et de l'importance que ça prend de plus en plus. Donc, ça fait typiquement partie des pistes qu'on va explorer. Mais par contre, il ne faut pas s'attendre dans les 3 mois qui viennent à tout plein de nouvelles références parce que c'est toujours de longues négociations qui se cachent derrière. Cela étant dit, on peut revenir un petit peu également sur Airtable qui a suscité plusieurs questions. Limite, avant d'approfondir Airtable lui-même, je veux bien que tu rappelles, s'il te plaît, l'équivalent français que tu as cité apparemment. Ça s'appelle Time Tonic. Alors, nous, notre point de vue sur Time Tonic, c'est que ça a l'avantage d'être français. Donc, pour certaines structures qui ne peuvent pas jouer américain, ça peut être un argument. C'est un outil qui est bien. Ce n'est pas non plus Airtable exactement. Pour nous, Airtable, c'est les meilleurs. Google Tables a sorti une alternative à Airtable. Ils ne sont encore pas au niveau. Time Tonic, je dois vous avouer que ça fait un moment que je n'ai pas essayé. Mais je sais que leur nouvelle version est mieux. Mais on recommande en général plutôt Airtable que Time Tonic, sauf dans certains cas particuliers. Par contre, je crois que c'est sur le YouTube de No Code France, il y a une démo de Time Tonic, si vous voulez aller voir. Et voilà, c'est un outil qui est tout à fait bien, hein. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse, je peux vous mettre en relation avec eux. En général, voilà, le fait d'être introduit, ça fait qu'ils sont quand même plus à l'écoute et tout, parce qu'ils sont quand même… Ça, c'est intéressant. Par contre, ce qui sont plus accessibles, c'est une équipe avec des êtres humains derrière qui parlent français. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez mon contact. Là, je vous remets la slide. Hop. Là, merci des questions. La slide merci que vous voyez? Oui. Cool. Donc, voilà. Sur Airtable, du coup, je pense à vrai dire que ça correspondait à ce moment-là de ta présentation. Elisa qui demandait si, en poussant à l'extrême, on pourrait faire quelque chose ressemblant à un CRM. Carrément. D'ailleurs, on s'était dit que s'il restait 10 minutes, je pourrais vous montrer ça et même vous faire une ou deux manipulations si vous voulez. On peut le faire Mais il maintenant, reste à moins qu'il y encore ait pas d'autres mal de questions. questions, à vrai dire. À vous de voir. Tenez, si vous voulez, s'il y en a qui sont intéressés pour tester Airtable, je vous mets un lien. Je vous propose de vous inscrire avec ce lien. Pourquoi? Parce que c'est un lien, enfin tout le monde en a un lien d'affiliation. Donc si vous vous inscrivez, nous, ça nous donne des crédits Airtable, donc ça nous sert au quotidien. Si vous voulez vous créer un compte Airtable à partir de ce lien, vous pouvez. Je continue à prendre les questions et dans 10 minutes, je peux vous montrer rapidement un exemple de CRM. Vous pourrez copier-coller et je vous montre une ou deux opérations à faire pour que vous compreniez déjà l'intérêt. On peut le faire très rapidement. OK? Donc, celles et ceux qui veulent tester Airtable, vous avez le lien dans le chat pour vous créer le compte. Vous pouvez aussi le faire sur le site, mais bon, si vous le faites avec celui-ci, ça nous arrange. À vous de voir. Et puis, je vous donne des données à copier et puis je vous montre un peu des vues. Et pour rester sur la thématique Airtable, est-ce que c'est possible de traquer
une plateforme qui est faite sur Airtable? Bonne question. En fait, Airtable ne propose pas d'interface. C'est-à-dire que si ça propose un formulaire, vous pouvez designer des pages avec Airtable, mais en fait, Airtable, c'est souvent derrière, c'est souvent la base de données, le background. Donc, je ne crois pas que vous puissiez trop extraire de données à partir des consultations et tout. Par exemple, sur Software, si vous Ah, faites un site attends, à là, on t'a partir perdu, si d'Airtable, tu peux répéter. là, sur Software, vous pouvez mettre Google Analytics, etc. Ah mince. Si vous faites un site sur Software, derrière, il y a Airtable, mais Software, ça fait un site. Donc là, vous pouvez mettre Google Analytics, vous pouvez tout à fait voir les trafics du site, etc. Mais à la base, Airtable, Oui, pas en c'est pas vraiment lui-même. pour ça. Mais Airtable est en train de préparer le fait de pouvoir faire des interfaces. En fait, tous les outils no-code, ils veulent la même chose quelque part. Ils ont leur spécialité, mais ils avancent vers le fait d'être plus intégrés. Donc Airtable va vers le fait de faire des interfaces. Webflow, il va vers le fait de proposer des fonctionnalités, des automatisations. Bubble, ils vont vers le fait de mieux faire des interfaces parce qu'ils sont très forts en termes de fonctionnalités, d'automatisation et tout, mais pas en termes de front, d'interface. Donc c'est une espèce de convergence. Ok, très bien. Deux questions que je groupe un petit peu de Mohamed qui demande si d'une part on peut créer un site web en utilisant à la fois, on va dire, un mix d'outils no-code, comme par exemple Wix, et d'outils no-code, et d'outils, pardon, avec du code comme HTML ou CSS, pour pouvoir personnaliser son site. Et par ailleurs, si on peut passer d'un site web développé en no-code à un site web plus avancé basé sur du code. Donc, est-ce qu'on peut faire un mix des deux et est-ce qu'on peut faire une transition de l'un vers l'autre? Alors, c'est intéressant. Webflow, par exemple, le code généré est très bien. Enfin, tu peux exporter le HTML, CSS et l'héberger ailleurs. Donc, ça prouve que le code est carré. Tu peux ajouter du code, tu peux injecter du code. Et à ce titre-là, il y a plein de gens qui trouvent que Webflow, c'est limite un outil low-code, dans le sens où il y a de plus en plus de gens qui s'en servent pour faire une partie rapidement sans coder et pour ajouter du code. Il y a aussi plein de gens qui s'en servent juste pour faire des sites sans coder. Mais tu peux injecter du code dans Webflow, par exemple, dans Squarespace aussi, dans Doric aussi. En général, tu peux injecter du code, tu peux croiser les deux. Alors, parfois, c'est en intégrant du code en embed, parfois, c'est en injectant dans le header. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais tu peux en général ajouter du code à du no-code. Wix, j'ai entendu Wix, je n'ai pas bien compris pourquoi on en parlait, mais Wix, pour le coup, c'est un outil qu'on ne recommande pas. Pourquoi? Parce que c'est un outil no-code très accessible, Wix, tu peux très rapidement faire des choses. Par contre, Wix, ça t'apprend n'importe comment. C'est-à-dire que tu peux tout mettre n'importe où, empiler les choses. Non, le web, c'est pas ça. Le web, c'est des rectangles dans des rectangles dans des rectangles et c'est carré. Et voilà. C'est ça que le vrai code, le vrai web. D'ailleurs, Google, à un moment, a blacklisté Wix, les sites faits sur Wix, parce que le code était trop sale. Là, aujourd'hui, ils sont améliorés et je pense qu'ils vont continuer à s'améliorer. Mais voilà, c'est important aussi que les outils, par leur conception, t'orientent vers des bonnes pratiques, pour ainsi dire. Et je vois qu'il y a des gens qui partent. Je vous mets aussi un lien rapidement au cas où vous vouliez vous inscrire à la newsletter de contournement qui part une fois par semaine. Je vous le mets parce que parfois, après, on a des mails pour le demander parce que c'est de plus en plus lu. Je vous la Hop, elle est où? recommande, très intéressante. Avec plaisir, ou peut-être plus simple si vous voulez juste écrire votre. Non, j'allais dire mettre votre adresse email dans le chat, mais à la fois s'il y a un replay, c'est pas forcément top. Ah oui, c'est parce que il y a tellement de fenêtres avec. Hop, la newsletter. Ben, merci beaucoup pour ta recommandation. Sachant qu'elle apparaît une fois par semaine, c'est des ressources gratuites et des actus sur le no-code et sur notre aventure aussi de compagnie d'entreprise à deux têtes. C'est bien ça? Oui, Oui, je vais t'envoyer. je Donc, reposte la newsletter, vous juste. pouvez vous inscrire via ça. Hop. Super. Euh, donc, oui, Wix, donc, on ne le recommande pas particulièrement. Par contre, quand tu as du code, d'ajouter du no-code par-dessus, bah, tu peux en soi, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà un site fait en code, tu peux tout à fait mettre un bouton qui dirige vers un formulaire Airtable qui dirige vers du Airtable, tu vois. En fait, il faut trouver des connexions intelligentes entre le code et le no-code, mais ça se fait. En général, ce qui se passe, c'est que tu as des parties qui sont faites en code et des parties
vers lesquelles ça dirige, qui sont faites en no-code. Tu vois, à partir de ton site fait en code, tu vas diriger vers des outils faits en no-code, par exemple. Et ben, Dans ce sens. tu as répondu, tu as devancé une question ou deux qui concernait Wix et son absence dans la liste. Donc, très bien. Une question de Yves qui demandait si, toujours sur vos formations, si la formation qui durait 7 heures avec donc Airtable, Zapier, Softair et Notion, si ça permettait de se former complètement en 7 heures sur ces 4 outils, je pense que je peux me permettre de répondre à ta place que non. C'est ça. Là, en fait, nous, à l'époque, on parlait de ceinture jaune, ceinture rouge et ceinture noire. Là, maintenant, c'est débutant, initié, confirmé. La formation initiation, elle permet de tester un peu tous les outils, de déjà faire des choses, mais vous n'accédez pas au niveau débutant pour chacun des outils. Sinon, sinon, on ferait une seule formation. Vous touchez un peu tous les outils, vous les interconnectez. Il y a déjà pas mal de contenu. Enfin, c'est une journée et demie, quoi. Mais vous ne maîtrisez pas tout. Je veux dire, rien que Notion, le niveau confirmé quoi, expert, il faut au moins 4 jours. Vous voyez, c'est des outils qui sont accessibles, ça veut pas dire qu'ils sont faciles. Le no-code, il faut quand même y être formé. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Vous pouvez vous former tout seul, mais vous allez prendre 10 fois plus de temps, vous allez apprendre de travers, vous allez utiliser Airtable comme Excel. C'est ce qu'on fait en fait, nos formations, c'est pour que les gens aillent plus vite, que ce soit plus fluide et qu'ils utilisent les outils de la bonne manière. Donc, voilà pourquoi on vous recommande tout ça. Il ne faut pas confondre facile et accessible. Ce n'est pas magique, ce n'est pas télépathique. C'est plus accessible, mais il faut quand même s'y mettre un peu. Quelques heures, quelques jours. Voilà. Il reste des questions, mais si tu veux varier les plaisirs, entre guillemets, et qu'on passe les 5 dernières minutes sur Airtable, on peut y aller. C'est vrai que j'aime bien la pratique. Donc, regardez mon écran. Déjà, vous allez comprendre des trucs. Hop. Là, je suis dans Airtable. Donc, je suis connecté. Ça, c'est des espaces de travail, des workspaces. Donc, ce n'est pas des dossiers dans Airtable, c'est des espaces de travail. Et ça, ce sont des bases de données. Donc, c'est comme les fichiers. J'ajoute une base et là, vous faites Start from scratch, commencez de zéro. Enfin, ne le faites pas tout de suite, vous faites après. Ma base. Et là, vous avez des types de données. Notes, enfin, texte long, pièces jointes, statut, où je peux sélectionner des choix, et vous pouvez créer des nouvelles colonnes comme ça. Mais ce que je vais vous montrer là, d'abord, c'est les vues. Ça, c'est un CRM d'exemple que j'ai. Là, je vais vite. Hein. Désolé, il ne reste que 5 minutes, mais... hop. Il est où? Parce que là, j'ai plusieurs CRM tests. Formation CRM. Voilà, celui-ci va être bien. L'autre, il était plus technique. Là, regardez. C'est un outil de gestion client où j'ai plein de clients. Prénom, nom, fonction, email. Donc, on voit que c'est une fonction email. Donc, quand je clique dessus, il se passe quelque chose. Un type email, pardon. Photo. Donc, Airtable, je peux ajouter des pièces jointes directes. Et ça stocke dans Airtable, contrairement à Excel. Et là, j'ai la photo. Je peux l'ouvrir. Des liens. Des selects pour mettre statut, contacté, rencontré ou autre. À nouveau, hop, des pièces jointes, des dates. Donc, vous voyez, déjà, en soi, ça se voit que ce n'est pas Excel. Et puis, je peux lier, par exemple, mes contacts à des entreprises. Donc, si j'ouvre la page d'une entreprise, hop, je vois les contacts qui sont liés. Et si je clique sur le contact, je vois la fiche du contact, dont l'entreprise à laquelle il est lié. Puis, je peux recliquer sur l'entreprise. Bon, là, ça n'a pas... Mais c'est comme si vous ouvriez des pages, comme si vous étiez sur le Bon Coin et que vous cliquiez sur un tel pour voir les produits qui sont liés. Hop, là, je clique sur ça, je vois tous les contacts qui sont liés à cette entreprise. Et là, ce que je vais vous partager, je vous montre, comme ça vous pourrez copier-coller et vous amuser après qu'on est fermé. Regardez à gauche. Là, c'est la vue d'ensemble, il y a tous mes contacts. Mais je peux choisir, regardez en bas là, de faire une vue galerie. Je clique dessus, ça me les affiche en format galerie.
Donc, quand je clique sur les cartes, hop. Je peux choisir dans cette vue galerie, donc regardez, je suis sur galerie 3, je la renommée, galerie contactés. Je ne veux que les gens qui ont été contactés. Regardez en haut là, je peux filtrer, je peux trier, je vais filtrer, hop. Là, la condition, c'est que je ne veux, dans cette vue, là c'est ce qu'ils disent ici, dans cette vue, montrer uniquement les enregistrements où. Ça, c'est toutes mes colonnes. Le statut est contacté. Bam. Là, il ne me met que les gens dont le statut est contacté. Si je change le statut de Rose Fowler, par exemple, je dis elle est plus contactée, elle, c'est proposition commerciale envoyée. Elle disparaît de la vue. Et cette vue, je peux vous la partager. Je peux dire, je veux que les gens ne voient que les gens qu'on a contactés. Comme par exemple, si je faisais un site d'offres d'emploi, je dirais, je veux que les gens ne voient que les offres d'emploi que j'ai validées. Valider, d'ailleurs, ça peut se faire avec ce qu'on appelle un checkbox. Regarde, checkbox, c'est ça, là. Hop. Par exemple, valider. Tac, checkbox. Je peux choisir l'icône. Ça, par exemple. Ça, lui, il est validé. Lui aussi, lui aussi. Vous pouvez faire des ratings aussi, regardez. Tac. Moi, je veux que ce soit des étoiles et qu'il y en ait 5. Alors, elle, je lui mets 2. Lui, je lui mets 2. Elle, je lui mets 5. Et là, je peux aussi faire une vue sous forme de tableau. Donc, je crée une vue. Regardez, grid, là, une vue grille. Et je dis note inférieure à 5. Je vais dans filtre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Montrez-moi dans cette vue les enregistrements où la note est égale ou pas égale ou inférieure, on va dire inférieure à 5. Et là, je ne vois que les gens dont la note est inférieure à 5. Et je peux le laisser ici. Là, j'ai une vue calendrier aussi, parce qu'il y a une date de dernier contact. Il y a le formulaire. Je veux ajouter une nouvelle personne, ben je le remplis ici, je clique sur valider, ça ajoute une nouvelle personne. Donc, ce que je vous propose, là, je vais vous partager la vue d'ensemble dans le chat. Et vous pourrez copier-coller ces infos. Et vous pourrez jouer avec ces vues. D'accord ? Sélectionne bien de l'envoyer à tout le monde, du coup. Parce que par défaut, il n'y a que moi qui reçois. C'est pour ça que je reposte tes messages. C'est pas grave, hein, du coup, je reposte tes trucs. Avec Zoom, Petite envoyer subtilité. à tout le monde. Voilà, on va être sympa, on partage. Pour vous amuser avec les vues. CF en bas à gauche. Puis, jouer avec les filtres et les groupements. Parce que les groupements, c'est très pratique aussi. Les groupements, en gros, regardez là. Grouper par statut, là, c'est ici qu'on groupe. Je dis, mets-moi ensemble ceux qui sont incontactés, contactés ou rencontrés. Et si j'en change un de statut, hop, il bouge. Ça, c'est pour les notes de frais, par exemple, pour les factures, c'est tellement pratique. Nous, on utilise Conto. On va bien sortir un truc là-dessus. Conto, c'est la banque en ligne qui a une intégration Zapier. Dès qu'on a une opération bancaire, elle vient se mettre dans Airtable et là, on met les justifs directs et c'est fait, quoi. On n'a plus besoin de copier-coller, de reporter, de mettre dans un tableau. C'est vraiment super pratique. Voilà ce que je peux vous montrer, mesdames, messieurs. Et pour copier les infos, juste vous cliquez là, ça vous sélectionne tout, CTRL-C. Puis après, vous pouvez faire CTRL-V dans la base que vous aurez créée avec le petit créer la base qui est là. Tac. OK ?
Génial. Bah, merci beaucoup, Erwan, pour ta présentation, ta démonstration, les réponses aux questions, enfin la totale. Il reste malheureusement quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, mais on a répondu déjà à plus d'une trentaine. Je pense que c'est une relativement bonne performance. Donc, merci tout plein d'avoir pris le temps. Et n'oubliez pas, du coup, que voilà, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à leur newsletter. Vous avez le lien vers leur formation et que vous recevrez d'ici plus ou moins 2 jours un mail de la part de Solidatech avec du coup le lien vers le replay et le support de présentation d'Erwan, mais également un code de réduction d'une valeur de 50 euros sur la formation initiation qui est normalement à 150 euros. Voilà, je crois Je te que l'envoie d'ici demain, là. Ou j'essaie de l'envoyer tout à l'heure. À toi. ok, ouais, ça serait super, comme ça on peut faire partir ensuite. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis rendez-vous bientôt sur un autre webinaire, peut-être pour certains parmi vous. Merci Salut Erwan. Solidatech. Salut, merci à tous, au revoir. Bonne journée tout le monde. Merci. À bientôt.